Ouais. Bonjour Marie-Ève. Bonjour, Lynn. Merci de venir. Merci d'avoir accepté mon invitation de participer au coffre à outils RH pour mieux connecter, soit un endroit pour vulgariser les ressources humaines, puis dans ce cas-ci, la santé mentale pour créer des ponts entre les employés et les gestionnaires, les entreprises. Puis aujourd'hui, à la à notre communauté, ce qu'on voudrait partager, c'est, vulgariser les risques psychosociaux en entreprise. Mhm. Puis, dans, dans le menu, ben, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? C'est, les quatre principaux risques psychosociaux dans les organisations, moyens de d'identifier, puis 3 niveaux d'intervention. Toi, Marie-Ève, je t'ai rencontrée à l'université Laval. Tu es chargée de cours Oui, pour, le cours Gestion et prévention du stress dans les organisations. Est-ce que tu veux compléter ta présentation, s'il te plaît? oui, c'est ça. Donc, j'ai enseigné cet été le cours gestion et prévention du stress dans les organisations. Mais avant ça, on va revenir en arrière. Là. Moi, j'ai fait mon bac en psychologie à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai fait en tout cas, si on rentre là-dedans, moi, je me cherchais beaucoup après, après mon bac Mmh. en psychologie. Je savais pas trop. Je savais que je ne voulais pas nécessairement faire de la clinique. J'avais fait un stage pendant mon bac en psycho, puis je me suis rendu compte finalement que c'est ça, la clinique, c'était pas nécessairement le milieu que je cherchais, mais j'avais beaucoup aimé l'aspect recherche, puis j'avais suivi des cours en psychologie du travail. Fait que là, j'étais comme, ah, dans quoi je pourrais aller? Puis, ben, j'ai essayé les ressources humaines, puis finalement, je suis vraiment tombée en amour, comme on peut dire, avec ce domaine-là. Fait que j'ai fait ma maîtrise en gestion des ressources humaines à HEC, dans l'optique aussi de poursuivre au doctorat, parce que moi, j'aimais beaucoup l'aspect justement recherche scientifique. Donc, je viens de terminer mon doctorat à HEC en comportement organisationnel et gestion des ressources humaines. Puis, je suis en ce moment postdoctorante à l'Université Laval là, au centre d'expertise en gestion de la santé et sécurité au travail. Donc, on va parler des risques psychosociaux, qui est un domaine qui est hyper intéressant. Puis, donc, je suis super contente là, de parler de ça. Puis, c'est ça, j'ai enseigné le cours cet été à l'université. Puis, sinon aussi, je suis chargée de cours aussi en même temps à HEC Montréal pour des cours de gestion des ressources humaines, puis en santé et sécurité au travail aussi. Félicitations pour ton beau parcours, Merci. pour, un parcours bien étoffé pour ton très jeune âge là, encore là. Puis c'est ça dans le fond, je t'ai rencontré cet été parce que j'ai suivi le cours Gestion et prévention du stress dans les organisations. Puis dans ce cours-là, en tout cas, tu nous as appris que le stress est une conséquence des risques psychosociaux. Oui. Hem, puis avant d'aborder les risques psychosociaux, en quoi on va j'aimerais ça, qu'on regarde en quoi ça peut être important et pour l'employeur et pour l'employé. Parce que quand on parle des risques psychosociaux, je trouve que ça a l'air comme d'un monstre en dessous d'un lit. Mhm. On Oui. sait que c'est là, on sait pas vraiment à quoi ça sert, puis, on dirait qu'il y a comme une pression sociale d'en parler, mais par quoi qu'on commence? Qu'est-ce que ça fait? Donc, pourquoi ça serait important tout d'abord pour l'employeur d'en Oui. parler? Ben, il y a plusieurs raisons. Ben, pour l'employeur, surtout que là, il y a des raisons, notamment économiques, parce que de ne pas s'intéresser aux risques psychosociaux, il peut y avoir des coûts importants qui sont associés à ça là, pour l'organisation. Ça nuit, ça a des conséquences sur la productivité des employés, ça augmente l'absentéisme, le roulement, le présentéisme. Il y a aussi, si on ne s'intéresse pas aux risques psychosociaux, il y a des chances aussi qu'on ait plus de réclamations d'invalidité. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de conséquences là, économiques pour les organisations. Mais euh, aussi récemment, il y a eu la modernisation de la loi sur la santé et sécurité au travail qui va être effective là, au plus tard là, en octobre 2025. Là. Donc, qui va forcer un peu les organisations à s'intéresser justement à tout cet aspect de prévention-là, parce que les risques, les risques psychosociaux touchent beaucoup euh, tout ce qui touche la santé mentale au travail. Puis avant, on était beaucoup dans la prévention des risques physiques, tu sais, quand on Mmh. parle de prévention des risques chimiques, physiques, tous les risques là, liés à la santé et sécurité, aux accidents de travail. On s'intéressait peut-être un petit peu moins à l'aspect santé psychologique au travail, mais on a vu
dans les dernières années, notamment avec la pandémie, que la santé psychologique au travail, c'est vraiment un levier Mmh. qui est essentiel tant pour l'organisation que les employés. Fait que c'est pour ça, selon moi, que c'est important de s'y attarder. Euh, la chose aussi qui est complexe avec les risques psychosociaux, c'est que c'est peut-être pas aussi facile à prévenir, c'est peut-être pas aussi facile à identifier, mettons, que quand on va parler de risques qui sont liés plus à la santé, à la sécurité au travail. Parce que des fois, c'est des choses qui sont un petit peu plus diffuses. Tu sais, par exemple, quand on va parler de reconnaissance au travail, Mmh. ben, c'est quoi, d'où ça vient, d'où ça part, comment qu'on identifie une faible reconnaissance. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les organisations à identifier. Mais ce que je trouve positif, c'est que maintenant, là, justement, la loi oblige un peu maintenant les organisations à s'y intéresser. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est essentiel. Puis aussi, comme employé aussi, pourquoi c'est important, c'était la deuxième partie de ta question, mais pourquoi c'est Ouais. important de s'y intéresser? Ben, pour son propre bien-être aussi, là, travailler dans une organisation qui nous donne, on va parler tantôt de 4 risques psychosociaux majeurs, mais par exemple, d'être dans une organisation où on n'a pas l'impression qu'on peut vraiment se développer, s'épanouir comme employé, comme être humain aussi. Ça va avoir des conséquences sur notre santé mentale. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense aussi, comme personne, d'être capable d'identifier les facteurs au travail qui peuvent peut-être avoir un impact négatif sur notre santé. Mmh. Donc, ça va dans les 2 sens, tu sais. Oui, puis c'est ça, puis le facteur de mobilisation, ça va dans les 2 sens aussi, que l'employeur, quand il va parler des risques psychosociaux, il envoie un message à l'employé qui se soucie de Mmh. lui, puis l'employé, ben, il peut se sentir en sécurité, là, Oui, je cherche le terme, là, en amont des oui, le psychos climat de sécurité psychosociale, oui, oui. oui, c'est ça, ben, c'est ça, l'employé, il va pouvoir être en mesure de donner son plein potentiel si l'employeur, il se soucie des risques psychosociaux. Hem, Puis il va avoir un terrain fertile aussi pour employer, si je tu sais, il va avoir un terrain fertile pour en parler, pardon. Si Mmh. jamais il arrive de quoi, ben, il sait qu'il y aura pas à le cacher comme tel puis faire du présentéisme, à E outrance. exactement, c'est ça. Fait qu'une organisation qui est ouverte, qui identifie bien ses risques psychosociaux, va souvent avoir un milieu justement, tu sais, on parlait du climat de sécurité psychosociale, on va faire un autre petit, Ouais. un autre petit croche, mais dans le fond, c'est un concept qui dit qu'une organisation, dans le fond, qui se préoccupe, qui a un engagement de la haute direction, de la communication par rapport à la santé mentale, que tous les employés, toutes les parties prenantes peuvent s'y intéresser, puis qu'on priorise la santé mentale versus la productivité. Donc, une organisation qui a ces 4 composantes-là qui sont bien développées va souvent avoir là, un milieu qui est plus ouvert, plus sain aussi pour les employés. Puis, c'est ça, fait que tout est dans tout un peu là, quand on Ouais, parle de santé et bien-être au travail, là. Mais ça aussi, dans le fond, d'avoir une organisation qui est bienveillante, c'est un effet de protection pour justement, on va retrouver moins de risques psychosociaux souvent dans ces organisations-là. oui. Donc, Tantôt ça va tan faire partie d'un autre sujet, d'un autre balado, éventuellement. On aurait oui, beaucoup de choses à dire. puis c'est sûr aussi que si l'employeur est pas ouvert à entendre parler de dépression ou quoi que ce soit, Mmh. hem parce que des fois, on a des congés bien-être, mais si l'employé, il se sent fatigué ou surchargé, puis il ose pas d'en parler à son patron, puis oups, il comme on dit en bon québécois, qui pousse le bouchon à outrance, puis que Mmh. finalement, il va développer une dépression, ben, c'est ça, dans les études que tu nous avais parlé dans le cours, ben, c'est que si un employé attend trop, puis qu'après ça, il tombe en dépression, ben, plus qu'il attend, moins il y a de chances de revenir, puis plus que ça va être Ouais. grave. Oui, exactement. Puis, tu sais, puis là, tu parlais des congés, tu sais, des congés personnels, puis ça, puis tu sais, il y a des fois, il y a même des organisations qui vont en offrir, mais l'importance du rôle du gestionnaire aussi, parce que même si l'organisation offre des fois des pratiques, des fois, le gestionnaire permet pas, l'employé n'a pas l'impression que c'est permis nécessairement pour lui de le prendre. Tu sais, il y a beaucoup d'organisations, par exemple, qui ont des congés limités. Tu Mmh. sais, on voit beaucoup ça maintenant dans les organisations. Puis oui, c'est le fun, mais si finalement, tu peux jamais prendre tes vacances illimitées, c'est beau les avoir écrites dans tes, dans tes avantages sociaux,
Mais si ça se rend pas, s'il y a quelque chose qui casse au niveau des pratiques de gestion, puis ça se rend pas à l'employé, ben, les bénéfices seront pas là. Mmh. Donc, c'est important qu'il y ait un alignement entre ce que l'organisation décide d'offrir, ce que les gestionnaires prônent aussi ces valeurs-là pour que ça se transmette pour les employés. Donc, c'est ça. Tout est dans tout. Ça pourrait, faire une autre suite, au niveau que si on parle de la culture d'entreprise, ça pourrait faire, Oui, une autre, un autre, balado, très bien là. un sujet extrêmement vaste. Oui, exactement. Donc, est-ce que l'Institut, national, L'INSPQ, oui, ça, c'est l'Institut l'Institut national, psychologique au Québec, a défini plusieurs risques, psychosociaux, ouais, donc 4 qu'on veut parler aujourd'hui. Est-ce ouais. que tu veux les définir puis donner un exemple, pour Oui, chacun? puis on peut commencer. Dans le fond, il y a plusieurs, si vous allez voir sur le site de l'INSPQ, là, il y en a plusieurs plusieurs risques psychosociaux qui vont, qui ressortent, mais nous, on va parler de 4 risques psychosociaux qui sont les plus, peut-être les plus importants, aussi les plus documentés, puis les plus, souvent présents, là, dans les organisations. Hem, donc quand on parle de risques, psychosociaux, on peut parler, par exemple, de le fait de vivre une faible autonomie décisionnelle au travail. C'est quoi l'autonomie décisionnelle? C'est le fait de, comme employé, est-ce que j'ai une marge de manœuvre dans qu'est-ce que je peux faire au travail? Est-ce que je peux faire preuve de créativité, utiliser mes compétences, avoir un impact sur la tâche, sur la façon dont je fais le travail? Donc, une organisation qui a pas d'autonomie, qui offre pas d'autonomie décisionnelle, dans le fond, c'est un travail où l'employé, finalement, peut pas vraiment décider de la façon dont il travaille. Donc ça, c'est sûr que ça a beaucoup d'impact sur, le stress qui est ressenti là, quand on ne vit pas nécessairement là, d'autonomie, si on n'est pas capable de décider comment qu'on travaille, on voit dans plusieurs modèles de stress que c'est vraiment une composante majeure là, du stress au travail. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des risques, d'un risque psychosocial là, qui peut être important là, Mmh. pour les. Marie-Ève, Oui, dans le fond, quelqu'un qui a pas de l'attitude au travail, on peut parler de microgestion. Quand oui, l'employé doit demander la permission à toutes les 30 secondes, toutes les fois qu'il fait un geste, il faut qu'il le fasse valider, ben, à ce moment-là. exactement. Oui, oui, tout à fait. Donc, tout ça, ça peut faire partie là, d'une faible attitude, tu sais, d'avoir un patron qui fait du micromanagement, de devoir tout faire valider par la haute direction, tu sais, de ne pas avoir, mettons, de l'attitude pour partir des projets, aussi ça peut être aussi le fait de ne pas avoir d'influence sur son propre horaire de travail, donc de ne pas avoir tu sais, par exemple, si l'organisation te refuse de faire du télétravail quand tu es malade, tu sais, fait que c'est tout ce type de flexibilité-là qui peut faire partie là, de l'attitude décisionnelle. Donc, c'est sûr que les organisations qui sont moins axées là-dessus, ont plus de chances là, de créer du stress là, chez leurs employés. Puis, je vais passer au prochain. C'est sûr que le prochain risque psychosocial qui est important, c'est la reconnaissance. Fait que le fait de manquer de reconnaissance au travail. Puis, c'est quoi la reconnaissance? Ben, c'est le fait d'exprimer un peu sa gratitude, son appréciation par rapport à ses employés. Plusieurs types de reconnaissance. Ça va de la reconnaissance de l'individu, quand on parle de reconnaissance existentielle, jusqu'à la reconnaissance des résultats. Souvent, je pense que comme gestionnaire, on est peut-être plus axé à souvent reconnaître les résultats, tu sais, quand on fait des évaluations de rendement, puis tout ça, on va vraiment être axé là-dessus, mais on oublie qu'il y a d'autres types de reconnaissance qui peuvent être favorables pour l'employé, que ce soit par exemple de reconnaître l'être humain, donc tu sais, souligner les anniversaires, ça peut être aussi de reconnaître que la personne fait bien son travail, donc la reconnaissance de la pratique de travail, que c'est une personne qui est consciencieuse, qui fait bien les choses. Aussi, ça peut être aussi l'investissement. Fait que, tu sais, peu importe les résultats, est-ce que la personne, comme que, tu sais, est-ce qu'elle a mis beaucoup de temps à faire un dossier? Tu sais, donc, c'est pas toujours seulement les résultats qu'on peut reconnaître. Fait que c'est sûr que les employés, quand ils ont l'impression de manquer de reconnaissance, là aussi, ça vient agir là, sur les risques psychosociaux. Donc, l'importance de s'y attarder. Euh, Marie-Ève, je voudrais oui, juste, faire un ajout. Qu'est-ce que tu nous as parlé aussi dans le cours, c'est que c'est important de faire de la reconnaissance en continu.
Pas Oui, juste nécessairement une fois par année, par exemple pour les années de service. oui, exactement. Fait que d'avoir tout le temps un tu sais, moi, je me dis, est-ce que on pourrait faire de la reconnaissance journalière, hebdomadaire? Tu sais, de s'assurer que, mettons, dans un mois, ben, un employé a été reconnu sur les 4 facettes là, que je vous ai dit. Euh, puis c'est ça, puis même la reconnaissance, la performance, ça peut se faire ça peut se faire en continu. C'est pas toujours obligé d'être quelque chose qui est formel, ça peut être informel aussi. Euh, donc, c'est important de s'attarder à ça aussi, de pas juste attendre au moment formelle d'évaluation pour reconnaître le travail, le travail puis nos employés. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est important pour Est-ce la que santé mentale au travail. Est-ce que tu peux je trouve que ça passe vite là, les cartes formes de reconnaissance. Est-ce que tu veux juste les nommer? Oui. Donc, la reconnaissance existentielle, qui, elle, c'est la reconnaissance. Ah, j'ai fait un thumbs up. La reconnaissance existentielle, c'est la reconnaissance de la personne en elle-même. Donc, de pas nécessairement l'employé avec sa performance, mais vraiment l'individu. Ensuite, on a la reconnaissance de la pratique de travail, qui est la reconnaissance de la façon dont l'employé va effectuer ses tâches. Fait que, mettons, quelqu'un qui fait preuve de créativité, d'innovation, qui est capable d'avoir des bonnes relations avec les clients. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut reconnaître. Ensuite, on a la reconnaissance de l'investissement dans le travail, donc tout ce qui est contribution de l'employé au processus, de reconnaître un peu le processus avant de reconnaître le résultat final, parce que souvent, des fois, ça arrive que le résultat finalement n'est pas celui qui était escompté. Fait que c'est important de reconnaître le travail que la personne a fait quand même en amont, même si finalement le résultat n'était peut-être pas celui auquel on s'attendait. Puis finalement, ben, la reconnaissance des résultats, je pense qu'il est la reconnaissance que tout le monde connaît, fait que de reconnaître là, la performance au travail, le fait d'atteindre tu sais, par exemple, j'ai signé un client, j'ai réussi à obtenir une subvention de 1 million de dollars pour un projet, puis ça, donc cette reconnaissance-là aussi qui est importante, qui est la reconnaissance, je pense, qui est souvent la plus utilisée. Mmh. Les 3 autres formes qui sont peut-être moins connues, un petit peu plus méconnues, Puis moins pratiques. quand on parle d'année de service, c'est laquelle des 3 autres formes? La reconnaissance des années de service, je te dirais, je pense que ça va toucher 2 types de reconnaissance. Ça fait que la reconnaissance de la personne en tant que telle, on reconnaît, tu sais, une pratique existentielle, on reconnaît que la personne, tu sais, la personne qui travaille pour l'organisation, mais aussi au niveau de l'investissement dans le travail. Tu sais, on reconnaît que la personne s'est beaucoup donné pour l'organisation, a passé beaucoup d'années, beaucoup de temps. Ça peut faire partie là, de ce type de reconnaissance-là. OK. On va passer au troisième. Donc, le troisième risque psychosocial, c'est le fait d'avoir un faible soutien social. Donc, quand on parle de soutien social, il y a différentes formes de soutien social. Il y a une forme qui est plus instrumentale. Fait que c'est tout ce qui est plus au niveau des ressources, l'aide matérielle qu'on peut donner à nos employés. Puis il y a le soutien social aussi qui est plus le côté relationnel, émotionnel. Puis quand on parle du soutien social, émotionnel, ben, on peut aller chercher ce soutien-là avec notre patron, donc notre gestionnaire qui peut nous offrir ce soutien-là. Entre employés aussi, c'est important de s'attarder à ça. Il y a aussi les clients, si on est en contact avec la clientèle, là, qui peuvent nous apporter un certain soutien social. Puis, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier que les employés doivent aussi soutenir leurs gestionnaires, qui sont souvent les grands oubliés du soutien social, mais on a vraiment vu, là, il y a plusieurs études qui montrent que de se sentir soutenu, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau matériel, ça a vraiment un impact positif là, pour diminuer le stress au travail. Euh, Puis, tu sais, on parle de ça dans le milieu du travail, mais on le sait tous que dans la vie aussi, tu sais, à l'extérieur du travail, le soutien, notre réseau, c'est quelque chose qui est Mmh. super important. Tu sais, on le voit dans les études aussi, des fois, quand on parle, par exemple, de la solitude, des gens qui se sentent seuls, qui n'ont pas nécessairement un réseau qui est là pour les soutenir. Donc, ça, certainement qu'on peut faire un parallèle avec ça. Donc, si on est au travail, si on se sent seul, si on ne se sent pas soutenu, c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre santé puis notre bien-être au travail. Mmh. Puis, dernier risque psychosocial aussi qui est important, mais c'est la charge de travail.
Quand on se sent surchargé, au travail, surtout si on n'a pas de latitude décisionnelle pour gérer cette charge de travail-là comme on le voyait, parce que les risques psychosociaux aussi sont tous un petit peu interreliés, là, ils ont tous une influence un sur les autres, là. Mais si on sent qu'on n'a pas de pouvoir sur notre charge de travail, ça va avoir un impact. Puis la charge de travail, souvent, quand on va la définir, on va, définir la charge de travail comme étant une charge de travail prescrite. Fait qu'est-ce que mon travail techniquement sur papier, c'est quoi ma charge de travail? Mais on oublie souvent, il y a une charge de travail qui est réelle, donc qui est pas nécessairement sur papier, mais qu'on va quand même vivre au travail. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup donner, parce que j'ai des amis qui sont en enseignement, au primaire, c'est le fait, par exemple, sur papier, j'ai 25 étudiants, 25 élèves dans ma classe. Fait que ça, c'est ma charge prescrite. Mais, je me rends compte, tu sais, plus je connais mes élèves, plus je me rends compte que finalement, ben, il y en a un qui a un TDAH, il y en a qui ont des troubles d'apprentissage, tout ça. Donc, on se rend compte que finalement, ben, la charge réelle est plus grande que la charge qui nous était prescrite au départ. Fait que ça, c'est important de tenir compte de ça. Puis aussi, de tenir compte aussi du ressenti de la personne. Donc ça, on va parler de charge qui est vécue. Donc des fois, la perception aussi de l'individu va venir moduler un peu sur la charge de travail. Puis la charge vécue va souvent être modulée, va aussi dépendre un peu aussi de l'état de la personne. Tu sais, par exemple, si moi je suis stressée, je suis fatiguée, bien peut-être qu'une charge de travail qu'on me donne quand je me sens bien, je la ressens moins positivement que plus positivement que quand je me sens quand je me sens moins bien. Fait que, tu sais, tout ça aussi à tenir en compte. D'où l'importance, je pense, d'avoir toujours une conversation par rapport justement de faire attention à la charge de travail qu'on donne à nos employés, puis de regarder, bon, est-ce que, tu sais, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as toutes les ressources pour, pour bien réussir? Puis ça, ben, de poser ces questions-là, ben, on joue sur le soutien aussi, de reconnaître aussi le travail de la personne après ça. Tu sais, fait que Mmh. quand je dis que tout est dans tout, c'est là que tout, on voit que tout a un impact là, sur la santé mentale. Euh, donc, si je résume, là, l'attitude décisionnelle, reconnaissance au travail, le soutien, la charge de travail, c'est des risques psychosociaux qui sont super importants auxquels il faut s'attarder là, vraiment là, pour avoir un impact sur la santé mentale là, des individus. Puis parfois, comme l'employé ou le gestionnaire, mais des fois, c'est difficile de mettre des mots, puis tout ce qu'on peut Mm. avoir l'impression, c'est d'avoir un ressenti ou d'être fatigué à la fin de la journée, puis de pas comprendre pourquoi. Mais c'est ça, c'est important de faire une certaine introspection d'un côté ou de l'autre ou peut-être organisationnelle, heu, pour voir comment on peut améliorer la situation. Ouais, ouais, tout à fait. Puis, c'est ça, je pense que j'aime beaucoup ton mot introspection, tu sais, de toujours se poser, tu sais, pas prendre rien pour acquis, tu sais, c'est pas parce qu'un employé, allait bien, mais tu sais, gérait bien sa charge de travail, il y a un mois que finalement, ben, dans 6 mois, ça va être pareil, tu sais? Fait que d'avoir des conversations en continu avec nos employés, de se préoccuper de leur santé mentale, d'avoir cette conversation-là, tu sais, je pense que c'est important, puis ça permet justement des fois de prévenir, comme tu parlais tantôt, le fait de partir en épuisement ou c'est ça, d'épuiser nos gens. C'est super important d'avoir ce genre de conversation-là. Surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, des Mmh. fois, on se dit: «Ben, il faut engager», mais on n'engage pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps, sauf que le travail que la personne faisait est reporté sur les autres employés, mais à un moment donné, s'ils ont il y a une date de j'étais pour dire de péremption, là, c'est pas le bon mot, mais il y a une capacité que les gens puissent en prendre, de plus, mais à un moment donné, il y a une limite à pouvoir, reprendre la charge de travail de, mettons, 2 employés qui sont partis, là. Oui, c'est ça, tu sais, au final, on est tous humains, puis tu sais, on peut en prendre, plus de charge de travail, puis tout ça, mais je pense que si ça devient quelque chose de très, tu sais, de trop fréquent, de se sentir surchargé, surtout justement si on se sent surchargé, si on n'a pas de l'attitude pour gérer cette charge-là, si on a un gestionnaire ou des collègues qui ne nous soutiennent pas puis qu'on n'a jamais de reconnaissance, c'est là que ça va pas bien aller, là. Mais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de regarder l'ensemble des risques psychosociaux parce que tout s'influence, là. Mmh, absolument. Hem
il y a un moyen, d'identifier les risques, avec les INSPQ? Est-ce que tu veux en parler de la grille? Oui, ben il y a plusieurs, dans le fond, pour une organisation, parce que là, avec la loi, les organisations vont devoir faire un exercice d'identifier les risques psychosociaux pour les prévenir au travail. Fait qu'il y a différentes façons tu sais, qu'une organisation peut faire pour identifier ces risques-là. Il y a des façons à l'interne, là, tu sais, je reprends un peu le contenu, le contenu du cours, mais tu sais, de regarder, par exemple, ben, tous des indicateurs, tu sais, le nombre tu sais, l'absentéisme, les gens qui partent en invalidité, les consommations, tu sais, quand on regarde les types de réclamations d'assurance, tu sais, des indicateurs organisationnels, ça peut nous donner une idée, des fois, de la présence de certains risques psychosociaux au travail. Tu sais, si on se rend compte, par exemple, que le taux de roulement est pas mal plus élevé, plus de gens qui partent en invalidité, plus d'absentéisme, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose. Donc, ça, c'est une façon de commencer à faire un diagnostic. Après ça, c'est sûr que ben, y a des organisations qui peuvent décider de faire des entrevues avec des employés, des questionnaires. Tu sais, il y a des façons d'aller sonder ça. Puis, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, a créé une grille d'identification des risques psychosociaux. Donc, pour permettre aux organisations d'aller de façon plus succincte, là, d'identifier est-ce que les risques sont forts, faibles, le pourcentage de présence dans l'organisation. C'est sûr que cette grille-là demande, avec les NSPQ, maintenant, c'est un outil où les gens doivent suivre une formation pour pouvoir savoir comment utiliser la grille. Mais c'est super intéressant. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir. Puis même s'il y a d'autres, là, vous voulez un rappel des différents types de risques psychosociaux sur le site de l'INSPQ, vous avez des fiches pratiques sur chacun des risques avec différentes pratiques pour essayer de les prévenir. Puis, justement, sur le site, il y a de l'information sur comment utiliser la grille, c'est quoi la formation qu'on peut suivre, parce que, dans le fond, ils veulent, c'est ça, je pense qu'il y a eu certaines dérives par le passé sur l'interprétation de certains résultats. Mais je pense que c'est un outil qui est hyper pertinent là, pour les organisations qui souhaitent vraiment faire un diagnostic en profondeur. Moi, en tout cas, je les invite là, à s'informer là, sur cet outil-là. Puis, je pense que ce serait le bon moment aussi de parler de groupe entreprises en santé. Est-ce que tu veux en Oui. dire, un petit mot? Ouais. Oui, ben, on parle de prévention des risques psychosociaux, puis il y a Groupe Entreprises en santé aussi qui permet d'obtenir des certifications avec le Bureau de normalisation du Québec, puis tout ça pour les organisations. Donc, ça demande aussi de s'impliquer, d'avoir un, quand on parlait tout à l'heure là, de climat de sécurité psychosociale, donc de mettre en place des choses pour favoriser la santé et le bien-être au travail. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, par lequel vous voulez, dans lequel vous voulez diriger votre organisation. C'est aussi une entreprise une organisation qui est très intéressante là, à aller consulter. Je sais qu'il offre aussi de l'accompagnement pour les organisations qui souhaitent mettre en place une démarche entreprise en santé. Ça peut être une démarche qui mène vers l'obtention là, dans le fond, d'une norme, donc une normalisation, mais aussi euh, ils ont, euh, ils ont une certification qui est un petit peu plus aussi formelle, un petit peu moins contraignante pour des organisations qui ne savent pas trop par quoi commencer. Fait qu'il y a aussi dans la norme entreprise en santé qui est très intéressante à aller consulter là, quand on commence à s'intéresser là, à la santé au travail puis aux risques psychosociaux. Donc là, on a parlé des risques psychosociaux, certains moyens pour les identifier. Puis c'est quoi une fois qu'on les a identifiés, c'est quoi les niveaux d'intervention pour Oui, agir? ouais, ça c'est une très bonne question parce que bon, on identifie nos risques, qu'est-ce qu'on fait, puis il y a trois niveaux d'intervention, dans le fond, qui peuvent se faire. On parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Euh, Ces trois niveaux d'intervention-là c'est important de d'agir au niveau de ces trois niveaux d'intervention-là, mais c'est sûr que d'agir en amont, parce qu'avec la loi, la loi modernisant la loi sur la santé et sécurité au travail, on va chercher à prévenir les risques psychosociaux. Donc, si on va en prévention, on va beaucoup être en prévention primaire. Donc, la prévention primaire, c'est vraiment d'agir sur les pratiques organisationnelles pour essayer d'éliminer à la source les risques psychosociaux. Donc, par exemple, si je me rends compte que que mes employés
on souffre dans le fond, d'une charge de travail qui est trop élevée, pas assez de latitude décisionnelle, ben, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir sur mes pratiques de gestion pour vraiment diminuer la charge de travail de mes employés puis augmenter la latitude décisionnelle? Donc, c'est vraiment d'agir sur les pratiques organisationnelles avec lesquelles on va faire une prévention primaire. Ensuite, vous avez la prévention secondaire, qui est plus une prévention qui cherche à outiller les individus face au stress au travail. Tu sais, on va parler, par exemple, de formation, gestion sur le stress au travail. Ça peut être des ateliers sur la gestion du temps. Par exemple, c'est des employés qui se sentent surchargés. Ça peut être aussi tout ce qui est méditation, yoga, mettre en place des salles de conditionnement physique pour vraiment aider les employés à gérer leur stress au travail. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Puis la prévention tertiaire, qui, elle, est un type de prévention qui va arriver quand on a déjà des personnes qui sont aux prises avec des problématiques de stress au travail. Par exemple, quelqu'un qui est parti en burn-out, en invalidité, ben, tout ce qui est programme d'aide aux employés, programme de retour au travail, de donner accès à des thérapies. Donc, tout ça va agir, dans le fond, en réparation. Fait que c'est ça, les trois niveaux. Dans le fond, le premier niveau, prévention primaire, c'est d'agir en amont. Prévention secondaire, c'est d'outiller l'employé à faire face au stress. Puis la prévention tertiaire, qui est la prévention, qui est la réparation, plutôt. Puis quand on parle de ces trois types de prévention-là en organisation, souvent, on va avoir tendance à mettre en place des pratiques qu'on va dire secondaires, de gérer le stress au travail, apprendre aux employés à être résilients puis à s'adapter ou encore à se réparer, si jamais l'employé, par exemple, est parti en invalidité. Mais ce qu'on cherche à faire avec ce que la modernisation de la loi cherche à faire, c'est qu'on soit vraiment plus d'agir en amont, fait que d'agir directement sur les pratiques de gestion pour justement avoir un impact direct sur les risques psychosociaux du travail, plutôt que de toujours être en train de mettre un petit plaster, un petit pansement, puis de se dire que tout va bien aller, puis si on se ferme les yeux, puis on ne change pas nos pratiques de gestion, que les employés vont, en suivant des thérapies, puis des ateliers sur la gestion du stress qui vont mieux aller. Fait que c'est ça qu'on cherche à faire de plus en plus. La prévention primaire, c'est vraiment difficile. C'est quelque chose qui prend plus de temps aussi pour de revoir toutes nos pratiques de gestion. Ça peut être assez lourd, ça peut être assez difficile pour les organisations. D'où l'importance d'avoir quand même de la prévention secondaire et tertiaire, d'avoir les trois, mais de toujours essayer de privilégier d'agir en prévention primaire pour favoriser la santé bien-être des employés. Là, je pense que c'est important. Si l'employé, c'est ça, si l'employé revient du travail, il a fait son cours de yoga, mais qui sent comme lessivé à la fin de sa journée, c'est quel type de prévention de quoi qu'il s'agit? Oui, bien, c'est sûr que suivre un cours de yoga, on va être en prévention secondaire. Puis on se rend compte que finalement, l'après-midi, la personne, par exemple, parce que dans les risques psychosociaux, on n'en a pas parlé, mais il y a tout ce qui est harcèlement psychologique, harcèlement sexuel au travail. Fait que même si j'ai été à mon cours de yoga, si je subis du harcèlement au travail, si je subis une charge de travail qui est trop élevée, avec une faible reconnaissance, faible attitude décisionnelle, l'effet de mon cours de yoga va probablement se dissiper très rapidement. Donc, c'est pour ça que la prévention secondaire, la prévention tertiaire, ça a des effets à court terme. Tu sais. Fait que si on veut agir à long terme pour vraiment avoir un impact sur la santé de nos employés, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'agir sur nos pratiques de gestion, puis d'essayer d'agir à long terme. Donc, voilà, je pense que c'est un point de départ que les organisations doivent garder en tête. Donc, c'est important, comme gestionnaire, comme patron, comme employé, ben, de s'observer puis d'observer ce qui se passe pour, être en mesure de mieux intervenir aux besoins, là. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, quand on parle de prévention primaire, on parlait du climat de sécurité psychosociale tantôt, mais une organisation qui se soucie de la santé mentale de ses employés, qui
qui donne, qui communique là-dessus, qui a une direction la haute direction se préoccupe de ça. Souvent, c'est une organisation qui va avoir tendance à agir davantage en prévention primaire. Puis là, c'est là qu'on voit que les effets positifs vont se découler sur, moins de présence de risques psychosociaux au travail, ce qui a un impact positif sur la santé psychologique. Donc, c'est vraiment une cascade. Moi, je vois ça vraiment comme ça découle, tout découle quand on est une organisation bienveillante, là, puis qu'on fait vraiment vivre les valeurs dans l'organisation. Euh, c'est pour ça que c'est ça. C'est pour ça que c'est très important. Mmh. Hem, pour C'est ça, là, toi, c'est ça, tu as écrit, un chapitre d'un livre. Est-ce que tu Oui. veux nous en parler, d'un encyclopédie, en fait? Oui, ben, c'est avec, Caroline Biron qui est ma directrice, de postdoctorat, là. C'est dans une encyclopédie sur justement la prévention primaire, secondaire, tertiaire avec, des types, d'interventions qu'on peut faire là dans les trois différents niveaux. Je pense que tu vas mettre le lien là Oui, c'est ça, exact. dans la barre la barre d'infos, comme on dit sur YouTube. Mais ouais, c'est ça, fait que c'est l'importance, dans le fond, de ce chapitre-là, dans le fond, ce qu'on espère, c'est que ça vulgarise l'importance d'avoir les trois types de prévention dans les organisations, comme je disais, d'agir principalement en prévention primaire, mais d'avoir aussi la place pour la prévention secondaire tertiaire là, pour favoriser le bien-être au travail des employés. Fait que Parfait. dans le fond, c'est ça, c'est un petit handbook qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est santé psychologique au travail. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait que ce chapitre-là avait sa place là, dans ce petit livre-là. On a déjà passé au travers du menu. Est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu voudrais que le gestionnaire retienne et qu'est-ce que tu voudrais que l'employé retienne de notre rencontre? Euh, On a parlé beaucoup d'intervention au niveau de l'organisation, tu sais, que l'organisation fasse attention à ses employés, mais je pense que comme gestionnaire, comme employé, euh, l'importance de prioriser sa propre santé mentale. Je ne sais pas si j'avais fait cette analogie-là dans le cours, mais c'est une analogie que Caroline Biron utilise souvent là, quand elle parle d'importance que le gestionnaire se préoccupe de sa propre santé mentale, puis fasse attention à lui avant de se préoccuper de la santé de ses employés. Un peu avec l'image qu'elle donne, c'est l'image du masque là, tu sais, qui tombe dans l'avion, le masque à oxygène. Ben, on met notre masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène de la personne à côté de nous. Donc, je pense que c'est important aussi comme oui, les organisations doivent faire beaucoup de choses pour favoriser la santé et bien-être de nos employés, mais aussi nous, de faire attention à notre propre santé, notre propre bien-être. C'est très important de prioriser, je pense, sa santé mentale. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, de prioriser ma propre santé mentale. euh, pas au détriment, dans le fond, de mon travail. Là. Tu sais, je sais que mon travail, comment on dit ça? C'est ça que ma santé mentale soit priorisée c'est ça, par rapport à mon travail. Mmh, Euh, donc, j'essaie, c'est difficile à faire. Tu sais, des fois, mmh. puis aussi, on en a pas parlé, mais tu sais, certains profils d'employés aussi qui ont peut-être tendance à beaucoup se donner au travail, des gens qui sont tu sais, des personnalités perfectionnistes, tout ça. Fait que de faire attention à soi, je pense que c'est la clé. Puis quand on va bien, ben, c'est là qu'on peut faire attention aux autres aussi. Donc, c'est là-dessus, je pense que, sur ce- que j'aimerais laisser C'est plus finir ce balado. c'est plus facile à dire, qu'à faire, Ah c'est oui, c'est comme un mot d'ordre, «Fais attention à toi, c'est nécessaire», mais c'est tellement, un travail en continu. oui, Oui, absolument. oui, Heu, ça demande beaucoup de pratique, mais c'est une compétence, je pense, qui se développe. Absolument. Et puis, si des gens, veulent rentrer en communication avec toi, est-ce que tu es disponible? Oui, sur LinkedIn, moi, ça me fait toujours plaisir de connecter avec les gens. Puis, n'hésitez pas à m'ajouter, à m'écrire un petit courriel. Ça me fait toujours plaisir. Parfait. Donc si vous avez des projets, quelconques ou juste, un mot d'appréciation ou, commentaire constructif, Marie-Ève, répond rapidement à ces courriels. Oui,
S Oui, sur ce, ben, merci d'avoir, d'avoir été le présente. téléphone toujours à côté. Oui, merci d'avoir été présent, puis on se dit, peut-être à une prochaine, Marie-Ève, pour un prochain Oui, épisode, du Coffre à outils RH pour mieux connecter. Merci, merci, merci beaucoup pour l'invitation, Lynn. un grand plaisir.